Curieuses et curieux, bonsoir. Bonjour à tous, ici Gualdrium, pareil à plonger. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 5 mars, il est 11h01. Nous sommes totalement à l'heure et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'avance pour les petits problèmes techniques qu'il pourrait y avoir parce que le dernier live, on a eu quand même pas mal de pertes d'internet. Je suis pas sûr de qu'est-ce qui s'est passé, en fait. En général, ça devrait pas arriver parce qu'avec l'ordi que j'ai, ça devrait être bon. Mais écoutez, on va espérer de faire en sorte que cette fois-ci, ça fonctionne. Je suis très content aujourd'hui de, faire le troisième épisode de la série, Parlons Science qui, qui va cette fois-ci accueillir un récent docteur, donc un étudiant en doctorat qui a passé sa soutenance il y a très peu de temps et qui est maintenant, comment on va dire, scientifique professionnel. Donc c'est mon très bon ami Anthony Ferté, avec qui j'ai fait beaucoup trop de parties de cartes à l'université. Non, ça commence à remonter déjà pas mal de temps finalement. Donc je suis très très content de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Et puis, bah, il va nous parler un petit peu de son travail. Il veut nous parler de qu'est-ce qu'il fait dans sa recherche, parce que pour une fois, on ne parle pas du tout de biologie aujourd'hui. Attention, on va parler d'atomistique. Ne vous emballez pas et ne partez pas, ça va bien se passer. Je sais qu'Anthony explique très bien les choses, donc il n'y aura pas de problème. Il va nous parler un petit peu de comment en fait on va aller dans l'atome et comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau atomique. Donc sans plus tarder, je vais vous proposer d'accueillir Anthony avec nous et de lui dire bonjour. Salut Anthony. Salut. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ben, très bien, et toi? Eh ben, ça va super. Merci beaucoup d'avoir Ouais. accepté mon invitation pour venir être Merci aujourd'hui beaucoup mon pour l'invitation. interlocuteur sur Parlons Science numéro 3. Je suis très content parce que petit à petit, ça va commencer à faire une belle série. Donc la première saison, on va dire, de Parlons Science, des interviews, et tu es aujourd'hui mon troisième interlocuteur. Donc je vais te laisser parler un petit peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et comment tu vas en ce samedi matin. Enfin, ce samedi matin au Québec. Samedi matin au Québec, samedi après-midi en France. Exactement. Bah, je suis Anthony Ferté. Comme tu l'as dit, on se connaît depuis maintenant plus d'une dizaine d'années parce on a commencé en licence ensemble, donc à Paris. Moi, j'ai continué, je fais une licence chimie physique, puis un master chimie théorique, donc utilisation chimie physique, chimie théorique. Et Mhm. ensuite une thèse dans le domaine de la spectroscopie, toujours avec une approche théorique. Donc, comment utiliser la physique, les maths, l'informatique pour décrire des processus expérimentaux qui servent à étudier, sonder la matière. C'est ça, ce que je trouve vraiment fou, c'est que toi, tu t'intéresses vraiment à la matière. Parce que je sais pas si tu as en tête l'échelle des sciences, tu sais, sur le fait de plus théorique Mhm. versus plus appliqué. Nous, en biologie, on est sur quelque chose, on a la matière devant nous, on a les espèces devant nous, on a les écosystèmes devant nous, et on s'intéresse finalement à qu'est-ce que la matière fait dans son univers et comment est-ce qu'elle interagit avec d'autres matières. Mais toi, tu as un niveau encore plus fondamental que ça. C'est ça, et c'est aussi un peu là où pour moi ça a fait la différence entre la vision du physicien et la vision du chimiste. Parce que moi mon cœur scientifique, je suis chimiste quanticien. C'est-à-dire que j'applique la mécanique quantique pour la description de la matière, mais c'était pour faire de la mécanique quantique, on peut faire ça aussi du point de vue de la physique. Là où ça a vraiment fait cette distinction pour moi, et c'est comme tu le dis, c'est cette vision orientée matière. Ok. Et donc toi, maintenant, ça veut dire que tu as le droit, en tant que docteur en chimie quantique, de dire tais-toi, c'est quantique, en gros. Ouais. Ouais, Je le c'est dirais pas comme ça, mais voilà. j'ai le droit de mettre DR sur ma carte d'identité. Ça, c'est vrai, et ça fait plaisir. Mais on va en parler un petit peu après, justement, de ton parcours et ton ressenti sur l'université. Mais avant, je sais que tu nous as préparé un petit... Enfin, je sais parce que je te l'ai demandé. On a un Je vais petit y peu arriver. préparé ça quand même. Voilà, on a un peu préparé ensemble quelques diapos sur justement qu'est-ce que tu fais dans ta recherche. Donc,
Tu nous disais que tu as passé donc une licence qui est ici l'équivalent, au Québec du baccalauréat, donc 3 ans Mhm. après la fin des études, secondaires et après tu as fait ton master donc, à l'université Pierre-et-Marie qui s'appelle maintenant Sorbonne Université à Paris Mhm. et donc pendant ton doctorat, tu as pu, utiliser toutes tes connaissances que tu as développées au cours de ton parcours universitaire à l'application d'un, projet de recherche et je vais te laisser, la parole pour nous présenter un petit peu, succinctement et de façon la moins quantique possible, non je rigole, de façon la plus simple possible un petit peu ton projet. Ah, alors, encore une fois, je vais revenir à la base, c'est cette vision du chimiste. En tant que chimiste, moi, vraiment, ce qui m'intéresse, et c'est ce qu'on commençait à dire, c'est cette vision sur la matière, et en particulier, comment on va pouvoir décrire et observer la matière, la sonder, tester ses propriétés, etc., etc. Donc, pour faire ça, dans le cadre de mon travail de thèse, j'ai associé en fait 3 branches différentes associées à ces recherches un peu théoriques. Donc, la chimie théorique en général, de mon point de vue plutôt la chimie quantique, donc l'application des méthodes, des règles de la physique quantique à la description de la matière. Ensuite, ce que je veux appeler plutôt la chimie numérique, c'est-à-dire comment utiliser un ordinateur pour simuler, calculer, résoudre les équations de la chimie quantique qui sont trop complexes pour le faire à la main, voire même impossibles. Et enfin, utiliser tout ça dans le cadre plus général de la spectroscopie. Donc, comme toi, tu as assisté à ma thèse, donc tu connais un petit peu cette analogie que j'aime bien faire, parce que la spectroscopie, ça peut être un petit peu obscur lorsqu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. Donc j'aime bien utiliser cette scène de Star Wars où l'Empire utilise l'étoile de la mort pour détruire la planète Alderaan, et que le maître Jedi, là, Obi-Wan Kenobi, est capable de détecter ce qui se passe sans assister exactement à l'événement en question. C'est vraiment l'idée de la spectroscopie, sauf que nous, on n'a pas un laser de la mort, on a des grands instruments, Vaut un mieux pas avoir un laser de la synchrotron, mort, oui. en effet. Mais donc voilà, on utilise un rayonnement laser, synchrotron, dans mon cas des rayons X, pour exciter un système moléculaire, du dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, et c'est mesuré derrière la réponse. OK. Voilà, donc dans mon cas, le type de spectroscopie que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle de la XPS. Alors si vous avez déjà entendu parler un petit peu d'analyse chimique, c'est peut-être des mots que vous avez, type de méthode que vous avez déjà vu, parce que c'est vraiment la méthode la plus utilisée pour la caractérisation chimique en fait. Et donc ça consiste à utiliser un photon dans la gamme des rayons X pour provoquer l'ionisation, c'est-à-dire l'éjection d'un électron de notre système étudié. Et en particulier, dans les gammes d'énergie rayons X, on va pouvoir toucher aux électrons de cœur. Donc, si vous vous rappelez un petit peu, un atome, c'est composé d'une forme de couche. On a souvent un peu cette structure en oignon. On a les couches extérieures qui sont très peu liées et qui participent fortement à la formation des liaisons chimiques. Et les électrons qui sont plus liés, plus fortement localisés sur les centres atomiques, qui sont les électrons de cœur. Comme ces électrons ils sont très fortement localisés, en fait, ils ont vraiment ils encodent, ils ont l'information sur l'atome en question qu'on est en train d'observer. Et donc, ça fait que la XPS, on va pouvoir distinguer un atome d'un autre. Par exemple, ici, le spectre que j'ai mis ici en illustration, c'est vraiment le spectre historique qui a lancé l'histoire de la XPS. Et en fait, sur cette molécule qui a un nom un peu compliqué à prononcer, c'est l'éthyltrifluoroacétate. C'est pas faux. On a, c'est pas faux, exactement. On a 4 atomes de carbone, mais aussi des atomes de fluor, des atomes d'oxygène, de l'hydrogène. Et on peut voir que via la XPS, on peut observer uniquement les atomes de carbone et pas les autres. Et Donc ça, c'est vraiment l'idée de la XPS. si je peux te couper, pourquoi est-ce que tu utilisais cette molécule par rapport à d'autres, par exemple? Alors cette molécule, déjà, elle a été particulièrement intéressante parce qu'on a 4 atomes de carbone qui occupent des environnements chimiques différents. Si tu prends l'atome de carbone qui est le plus à droite, lui, il est entouré de 3 atomes d'hydrogène et d'un atome de carbone. Donc c'est des atomes qui sont très peu attracteurs pour les électrons. À l'inverse, l'atome de carbone qui est à l'extrême gauche, lui, il est entouré de 3 atomes de fluor, qui sont des atomes très électronégatifs, qu'on dit, c'est des atomes qui tirent les électrons à lui. Des halogènes, c'est ça?
exactement. Et donc, en fait, si on prend juste ces deux extrêmes-là, la densité électronique au voisinage de ces centres atomiques est légèrement différente. Et donc, l'énergie nécessaire à retirer un à droite ou à gauche est légèrement différente. Et c'est pour ça que sur le spectre, on voit 4 pics à des énergies un petit peu différentes. Et c'est ce qui permet à la XPS de distinguer aussi des informations sur l'environnement chimique très local des atomes qu'on étudie. D'accord. Donc ça, c'est vraiment ce qu'a lancé la XPS, et c'est pour cette raison que maintenant, c'est une des méthodes les plus utilisées pour l'analyse chimique. Juste avant d'aller plus loin, le XPS, on est d'accord que c'est pour X-ray photon spectroscopy? Photoélectron spectroscopie, Photoélectron exactement. spectroscopy. Donc ça veut dire qu'avec un rayon X, tu apportes de l'énergie sur ton système et tu vas voir en quoi est-ce que justement tu vas changer ton état d'ionisation justement pour avoir ces pics. C'est bien ça? Donc Exactement. la spectroscopie, c'est vraiment un travail de détective. Ce que tu expliquais au tout début, c'est vraiment la façon de... Je ne sais pas si tu veux l'expliquer après, plus en détail avec une autre slide, mais la spectroscopie en elle-même, c'est vraiment l'idée de comprendre en fait un petit travail de détective pour comprendre comment est formée ta molécule finalement. Alors, comment elles sont formées, oui, mais d'autres formations aussi. Là c'est vraiment la vision qui est, comme je l'ai décrit, où on a une molécule telle qu'elle est, on va la sonder, mais après on peut mettre ça dans des processus plus complexes. Par exemple, on pourrait exciter dans un premier lieu et suivre la dynamique, etc., etc. Moi, alors ça c'est vraiment, on va dire, la partie analytique de la spectroscopie. Moi, de mon point de vue de théoricien, je me suis pas trop attardé là-dessus. C'est pas trop ce qu'on va pouvoir en faire, c'est comment on va pouvoir comprendre ces méthodes-là. Comment on va pouvoir les décrire pour ensuite pouvoir aider les gens qui veulent faire de l'applicatif, leur expliquer comment ça fonctionne en vrai. Ok. Tu veux que je passe à la slide suivante? Ouais, du coup, parce que là, je vous ai parlé de... Oups, là. Donc là, moi, je vous ai parlé de la XPS standard qu'on connaît très bien depuis maintenant le milieu des années 80. Moi, j'ai pas fait ma thèse dans les années 80, donc si je vous parle de ça, c'est parce qu'il s'est passé certaines choses dans les années plus récentes. Et en fait, il y a à peu près une dizaine d'années, avec le développement justement de ces sources de rayons X, donc c'est des grands instruments, on parle d'accélérateurs d'électrons, ce qu'on appelle des synchrotrons, ou des lasers à électrons libres, des XFEL. Avec le développement de ces sources-là, on peut commencer à faire des thérapies plus pointues, mais aussi plus demandeuses en termes d'énergie, d'intensité sur ces rayons X. Et en particulier, ce qui a été proposé de faire, c'est de faire de la XPS de bourrin. En fait, on met de la grosse énergie, de la grosse intensité, et on ne va pas retirer un seul électron de cœur, on en retire 2 simultanément. Donc, ce qu'on s'appelle la spectroscopie DCH, parce qu'on forme des états double core hole, des états qui ont 2 trous électroniques en couche interne. C'est ce que tu représentes ici avec ce petit graphe où chaque électron est placé avec un petit point rouge, et quand il y a un trou d'électrons, c'est un point blanc. Exactement, avec les 2 électrons ici les plus profonds qui ont été éjectés à l'extérieur du système atomique. Donc, le problème avec ces processus où on met en jeu des électrons, c'est que forcément ils sont plus improbables que la spectroscopie XPS standard. Et donc là, le spectre que je vous représente, il est assez parlant parce qu'en fait, il montre en parallèle du coup le spectre XPS standard où on a vraiment le pic ici très grand. Et ensuite, dans la queue de ce spectre, on voit les signaux, c'est ce qui est dans l'encadré bleu. Alors ça, c'est les signaux des états excités, mais voilà, dans l'encadré bleu, il y a les signaux K-2, donc les signaux double core hole. Et ce qu'il faut regarder, c'est que là, ici, ce signal, qui est déjà tout petit dans l'encadré bleu, il est en fait multiplié par plus d'un facteur 1000. Donc, on a vraiment des intensités qui sont extrêmement faibles. Et c'est pour ça que ça fait seulement à peu près une dizaine d'années qu'on observe ça. Et moi, c'est dans ce contexte que j'arrive. Comment on décrit ces processus-là, qui sont très violents pour le système, qui vont entraîner une très forte modification en fait, de la structure native de notre molécule. Et donc, il y a un fort besoin de travail théorique pour décrire tout ça. Et c'est là-dessus que moi je suis intervenu. Ok. Donc, voilà un des gros points sur lequel j'ai travaillé. C'est justement ce que j'étais en train d'aborder, c'est cette modification du système à la suite
de l'éjection des deux électrons de cœur, c'est ce qu'on appelle la relaxation. On perturbe le système, il se réadapte. Et de quelle façon? Alors c'est ce que je représente ici avec une carte en couleur. Alors la résolution n'est pas très bonne, mais en fait c'est ça. Ici, ce que tu es en train d'entourer, c'est l'environnement de l'atome d'oxygène. Ici, alors c'est pour la molécule de CO, donc carbone-oxygène. On retire les deux électrons de l'atome d'oxygène et on regarde comment la densité électronique se relaxe. Et donc ce que je représente en bleu, c'est les zones où on a perdu de la densité électronique, et en rouge, les zones où on a gagné de la densité électronique. Et donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que quand on crée un trou sur l'oxygène, eh ben, la densité, elle cherche à remplir ce trou. Donc tout se contracte autour de l'oxygène. Donc pour ensuite pouvoir décrire formellement ce qui se passe, il y a besoin de pouvoir prendre ça en compte. Et donc une grande partie de mon travail, ça a été du développement méthodologique pour prendre en compte cette relaxation. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des bases d'orbitales moléculaires. Alors les bases d'orbitales moléculaires, vous avez peut-être déjà entendu aussi parler de ça, c'est vraiment juste de regarder, de dire voilà, on a un système qui a plein d'électrons, on va mettre des électrons dans des zones de l'espace. Et on va décomposer notre système complet de cette façon-là. D'accord. Donc là, ce que j'ai représenté sur la partie gauche, là, les deux orbitales de gauche, les deux zones de l'espace occupées par les électrons, c'est donc les électrons qui occupent, pour le haut, c'est les électrons qui participent à la liaison chimique entre le carbone et l'oxygène. Donc on voit qu'ils sont globalement répartis en fait entre les deux centres atomiques. Et celle du bas, c'est plutôt les électrons qui appartiennent à l'atome de carbone initialement. Et ensuite, les deux orbitales sur la partie droite, c'est ce qui se passe après formation de la lacune de Curl. Une fois qu'on a retiré les deux électrons de l'oxygène, comment se réadaptent ces électrons-là? Alors si on prend le cas le plus parlant, c'est celle du haut, ben on voit qu'en fait, avant, on avait vraiment des électrons qui se baladent entre l'oxygène, le carbone et sur le milieu, alors qu'à la fin, après création du trou, les électrons, ils ont plutôt eu tendance à se déplacer vers l'oxygène. Parce qu'il y avait une lacune finalement. Voilà, et du coup, vu qu'on crée, en fait, c'est comme si tu mettais une charge plus quelque part. Donc si tu mets une charge plus, ça va attirer les électrons. Donc eux, ils vont venir s'agglutiner autour de ce trou. D'accord. Donc comme la nature déteste le vide, finalement, elle vient compenser un petit peu cette perte pour justement se rééquilibrer. Alors plus que le vide, j'invoquerais même le principe de l'eau. Tu vois que quand tu déplaces un équilibre dans un sens, ton système va se réadapter de façon à rétablir l'équilibre que tu as perdu. Donc là, vu qu'on perd des électrons sur l'oxygène, le système évolue de façon à en redonner. Et pourquoi, alors, si j'ai bien compris ce que tu viens d'expliquer, ce qui était en cyan, c'était les électrons qui étaient reliés à la liaison, donc au doublet moléculaire entre le carbone et l'oxygène, c'est bien ça? Alors à quel... Là, en bleu, ce que tu Oui. Donc pourquoi est-ce qu'il y a du bleu autour de l'atome de carbone? Et c'est parce que c'est un des électrons de la liaison qui s'est déplacé aussi par là? Alors ça, c'est de toute façon par symétrie, c'est-à-dire que les électrons, ils restent délocalisés sur l'ensemble du système. Maintenant, c'est ce que représentent ces orbitales, c'est quelle est la probabilité de trouver un électron à un endroit donné. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, il y a plus de probabilité de le trouver proche de l'oxygène après création du trou qu'avant. Ok. Et c'est pour ça que ce que j'ai représenté sur la gauche, on voit qu'il y a une nette augmentation de charge de la densité électronique autour de l'oxygène et que tout le reste s'est appauvri. D'accord. Donc après, moi vraiment ce que j'ai fait, le problème c'est que prendre ça en compte, le fait que les orbitales optimales, on va dire, changent entre l'état initial neutre et l'état final ionisé, ça a un coût en termes de calcul. C'est des maths qui sont beaucoup plus difficiles, c'est des calculs numériques qui sont plus longs, et donc les gens ne le font pas en général. Maintenant, ici, dans le cas présent, la relaxation elle est tellement forte que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut absolument le prendre en compte. Et donc une grande partie de mon travail de thèse, ça a été d'adapter les méthodes standards, où on ne prend pas ces processus de relaxation en compte,
et de faire en sorte que ça ait des coûts de calcul qui ne soient pas trop prohibitifs. C'est ça, parce que toi, tu fais beaucoup d'informatique. Donc voilà, au final, ça c'est la philosophie de ce que j'ai développé, mais en pratique, mon travail, il y a donc cette partie de développement. Donc comme tu dis, c'est le moment où soit je fais les maths, papier crayon, mais surtout c'est des moments où je pisse des lignes de code, hein, comme disait mon directeur. Et, où j'essaye de pas langage. Ensuite, une fois que j'ai un code qui fonctionne relativement bien, ou en tout cas où j'ai pas encore trouvé les bugs, je peux utiliser ces programmes pour faire de la simulation, c'est-à-dire essayer dans un premier temps, de reproduire des résultats mentaux, mais aussi chercher à devancer, donc être interprétatif. Et enfin, être interprétatif, c'est-à-dire regarder. Ça, c'est l'avantage que nous, on a par rapport à l'expérimental, c'est qu'on peut aller regarder les composantes de nos équations, dire l'interaction électrostatique par rapport à tel ou tel autre processus, on peut mesurer l'importance de ces effets, alors que expérimentalement, ils ne peuvent pas accéder à des parties Oui. indépendantes d'un calcul. Il n'y a pas de calcul, il y a le processus. Donc nous, on peut aller essayer d'interpréter tous ces processus-là. Et alors, du coup, tu m'as envoyé un petit GIF de ce genre de petite interprétation. Est-ce que tu veux que je mette maintenant? Tu veux en parler un peu après? Plutôt peut-être après, ce sera Ok. plus sur la partie interprétation. Du coup, ça, c'était, voilà, là, ce que j'ai mis, c'est les 3 phases de mon travail. Il ne faut pas confondre aussi les phases de mon travail et ce que je peux apporter à la science. Par exemple, le Très important. développement. Le développement, c'est bien pour moi. Alors, je vais le considérer aussi dans mon cas comme une production scientifique, parce que mon code, je vais le mettre à disposition d'autres personnes. Mais toute la partie débugage, c'est du développement, c'est nécessaire. Mais voilà, après, mes productions scientifiques, elles sont plutôt après. Donc, si tu peux passer à Oui. au slide suivant. C'est comme quand tu développes un produit, tu passes par plusieurs itérations. Bah là, avant d'obtenir ton résultat, tu passes par plusieurs phases de débugage, on va dire. Mais exactement, exactement. Et donc voilà, alors, en tant que théoricien, mon apport, il est sous plusieurs aspects. Donc il y a déjà cet aspect méthodologique, parce que moi, j'ai une méthode. Et donc ça, on peut après le comparer à ce qui se faisait avant. Donc là, ce que je représente, ce que je vous présente ici, c'est le spectre de double ionisation de cœur de la molécule de CO. Alors le spectre noir, c'est les résultats expérimentaux. Le spectre bleu, c'est mes résultats théoriques, méthode. Et je le compare avec le seul autre résultat au moment où j'ai commencé la thèse, c'est ce spectre vert qui est très peu satisfaisant, on va dire. Donc là, voilà, c'est que ici, on a fait un vrai progrès qu'on peut décrire et de la qualité des résultats qu'on peut attendre sur ce type de spectroscopie. Parce que là, tout le but justement de ce travail en 2012, c'était d'essayer d'avoir le plus possible de coller au spectre noir. Mais comme on voit, il y a une énorme différence entre le spectre noir et le spectre vert. Donc tes travaux en Alors, 2020, qui ont été publiés dans un article, que j'ai envie de revenir sur ça un petit peu plus tard, sur la publication de l'article évidemment, mais on voit vraiment que ta simulation suit pas mal là où il se passe des choses, là où il y a des pics justement, par rapport à tout le bruit qu'il y a, j'imagine, expérimental, mais là, c'est quelque chose oui, bien. effectivement qui est assez visible. On voit même à ce niveau-là que tu as mis en évidence un pic qui n'était pas du tout mis en évidence en 2012. C'est ça, et vraiment, c'est ça. Vraiment, ça fait une année. 2010, c'est à peu près les premières mesures. 2012, c'est vraiment des travaux qui étaient au tout début. Il ne faut pas trop leur jeter la pierre non plus. Hein. Voilà. Maintenant, c'est l'intérêt de mon travail, c'est de dire, voilà, on a cette spectroscopie qui est complexe parce qu'on a des processus qui sont très violents qu'on essaie de décrire. Nous, on a proposé un protocole et on voit qu'effectivement, il donne des résultats très, très concluants. Ce qui fait plaisir. Bien sûr. Est-ce que je passe à la prochaine? Ouais, je veux bien. Donc ça, c'était pour l'apport méthodologique. Ensuite, vraiment, il y a interprétatif, où maintenant on peut prendre des résultats expérimentaux des mesures et leur dire oui, voilà ce que vous observez, voilà ces pics qui correspondent à tels états du système. Et on a pu du coup aller
interpréter un petit peu de physique aussi dans ces spectres. En particulier, on a mis en évidence, alors, je schématise ici, que certains pics dans ces spectres, double core Hall, sont en fait représentatifs des liaisons chimiques qui existent dans ces systèmes. Alors là, dans le spectre de CO et dans le spectre de CO2. Si on compare les deux, on voit très bien que le spectre de il y a un grand pic puis un petit pic. Ensuite, une région un peu plus diffuse. Mais si on prend ce deuxième pic et qu'on compare au spectre CO2, cette fois qu'il y a 2 liaisons carbone-oxygène, eh ben on voit qu'il y a l'équivalent de 2 pics intermédiaires. Et ça, on a pu, en faisant de l'analyse ensuite des états électroniques mis en jeu, interpréter de l'information chimique dans ces spectres. Et enfin, le troisième apport qu'on a pu essayer d'avoir, donc si tu peux passer à la troisième. Du coup, c'est l'apport descriptif, donc c'est là où on a pu aller mettre en évidence tous ces processus de relaxation, comment le système se réorganise à la suite de la formation de la lacune de Kerr. Donc c'est là où on a fait des plots, des jolies figures avec des belles couleurs et aussi quelques vidéos. Donc là, si tu peux le GIF que je t'ai envoyé. Donc voilà, là la vidéo qu'on présente, c'est l'évolution de la densité du système après, encore une fois, l'ionisation, l'éjection des 2 électrons de Kerr. On voit qu'il y a vraiment un processus dynamique en jeu, avec les électrons qui se baladent, qui cherchent à retrouver une forme d'équilibre, vraiment. Et tout ça, c'est des choses qu'on a pu simuler grâce au calcul de haute précision qu'on a pu faire. Je ne t'entends pas. Pardon. Donc tu nous rappelles, tout ce qui est en rouge, c'est là où il y a un déficit d'électrons, et tout ce qui est en bleu, c'est là où il y a trop. Rouge, c'est là où on gagne. C'est en gagne. Rouge, on gagne, la densité électronique augmente, et bleu. Donc en fait, on voit très bien ici que proche de l'oxygène à droite, c'est là où on a créé. Les électrons, ils ont tendance à migrer vers ce trou, en fait. Ça, et on voit vraiment de côté. Donc chaque flèche, c'est des. C'est quoi C'est des flux, c'est vraiment localement la vitesse des électrons. Wow. Donc après, là, il y a une chose très subtile, tu vois. On voit que proche de la liaison, c'est des électrons qui sont très libres parce qu'ils participent en fait à la liaison. Donc c'est des électrons qui sont très très diffus sur le système. Donc c'est pour ça qu'ils sont associés à des flèches longues et qui se déplacent très facilement au long de la molécule. Plus dans le bulk, là, on est plus sur des mouvements d'ensemble qui prennent du temps à se mettre en place. Et c'est des flèches plus faibles, des énergies cinétiques d'électrons plus faibles. Et ça, donc tu t'es intéressé à la molécule de CO2. Donc on voit que même quand tu fais un processus qui est local d'un côté de la molécule, ça peut avoir des répercussions sur l'autre côté de la molécule, ce que tu nous expliquais. Ça peut, tu penses, avec tes connaissances de ça, est-ce que tu penses que ça peut avoir ce même effet sur des molécules plus grandes, par exemple? Bien sûr, et de toute façon, il ne faut pas voir un assemblage moléculaire comme des Legos. C'est-à-dire, il n'y a pas un Lego plus un Lego. C'est plutôt comme de la pâte à modeler. Une fois qu'on les met ensemble, il n'y a plus qu'un gros bulk de pâte à modeler. On ne peut plus faire la différence entre les boulettes. En fait, les électrons, ils fonctionnent de la même façon. Et donc, si on touche une partie du système, il y a tout qui se remet en place. Alors, ça suit, bien entendu, une certaine symétrie de la molécule. On voit ici que c'est pas aléatoire. Mais par exemple, dès que tu auras des systèmes qui vont être très délocalisés, par exemple, le système pi, si on prend un benzène, les cycles avec les électrons qui sont complètement délocalisés. C'est C6H combien? C6H6. H6, ça. C'est ça. Et du coup, là, si on touche quelque part, on voit des processus ici électroniques comme ça, où tout va se mettre en mouvement de façon commune, comme tu le disais. C'est fou. Et ça de se dire que tu arrives justement à obtenir ces résultats expérimentaux qui sont, enfin pas expérimentaux, mais justement de modélisation, qui peuvent ensuite être montrés par l'expérimentation. Ça montre qu'on a des outils qui sont capables de s'intéresser à la réalité au niveau de la matière. C'est quand même incroyable. Oui, bien sûr. Et ça, c'est l'intérêt aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'aspect d'être en lien avec l'expérimental, c'est aussi d'avoir ce là
Maintenant, je veux quand même mettre l'accent sur le fait qu'en tant que théoricien, on a aussi notre indépendance et tout cela pas être vu encore. Là, par exemple, ces dynamiques-là, les suivre, surtout dans ce contexte de double ionisation du cœur, c'est pas encore observable, mais l'étude théorique en elle-même, ça n'enlève pas de l'intérêt de l'étude théorique derrière. Je comprends. Non, c'est passionnant. Et donc là, on a vu sur ta présentation que tu avais beaucoup de Anthony Ferté et Hall. Donc ça veut dire que c'est une publication dont tu es le premier auteur. Et Hall, ça veut dire que tu as plein de co-auteurs qui ont aidé ou participé soit à l'écriture, soit à la création des données, soit à l'expérimentation, enfin de façon plus ou moins large. Et donc, ça a été publié dans plein d'articles, plein de journaux dont je ne m'amuserai pas à parler de l'abréviation parce que je ne les connais pas. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement? Tu as eu beaucoup de processus, justement. Tu as eu combien d'articles dans ta thèse? Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des articles comme ça? Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai eu l'occasion de publier 4 articles, dont 2, comme tu le disais, en premier auteur. C'était des articles dont c'est moi qui ai vraiment écrit le corps du texte et c'est moi qui ai amené le plus gros du travail. Sur les autres, je suis, comme tu le disais, co-auteur. C'est des plutôt participés, soit de... Je t'entends plus. Est-ce que tu peux redire cette phrase, s'il te plaît, parce que ça a coupé un petit peu son là. Quand je disais quoi? Quand je Ouais, juste disais... à peu près une trentaine de secondes, c'est juste qu'il y a eu un petit drop sur ça, on a un peu moins entendu. Je disais oui, quand je disais qu'il y a besoin d'avoir cette flamme de la recherche, d'être capable de s'enjailler vraiment là-dedans. Sinon, on peut être très bon. Je veux dire, là, j'ai connu des gens, j'en ai eu très bons à faire de la recherche, donc, dans la partie pratique, des gens qui étaient très bons en maths, qui étaient très bons en physique, qui étaient très bons à programmer, etc. Mais s'il n'y a pas cette flamme derrière, ça peut être un peu difficile de tirer le maximum de ce travail de recherche. Il faut vraiment pas confondre ingénieur, science. Peut-être un conseil que je peux donner, vraiment le deuxième, et c'est ce que je donne à chaque étudiant dans mon labo, etc. C'est si vous avez la chance de pouvoir le faire, choisissez les gens avec qui vous travaillez plus que ceux sur quoi vous travaillez. Je dirais même que si vous avez cette opportunité-là, 70% de votre choix, que ce soit d'un stage, d'une thèse, ça doit être votre encadrant. Ensuite, seulement 20% un domaine et à peine les 10% restants, peut-être même 5%, ça sera le sujet en lui-même. Je dis ça parce que c'est vraiment important. J'avais beaucoup aimé parce que vous avez abordé ça dans
Parlons science, il y avait cette notion de communication en science, de partage. Et ça, c'est vraiment fondamental. Vous êtes amené à interagir. S'il n'y a pas aussi ce côté émulation, vous redevenez un weirdo de cave en train de diagonaliser des matrices. Et voilà. La Moi, je dirais diagonalisation de vraiment, matrice. il faut vraiment le côté humain. Moi, en tout cas, c'est. Non, je suis d'accord avec toi parce que la recherche, quand tu parles justement du weirdo dans sa cave qui diagonalise des matrices, c'est l'idée aussi qu'on a du scientifique en biologie qui lui passe son temps dans un labo en train d'identifier des trucs ou en train de Des d'être sur le drosophiles. terrain et tout ça. Juste, c'est génial, mais sauf que on fait plus de la recherche comme ça. C'est plus comme ça que la recherche est faite. La recherche, tu fais ça avec des gens, tu fais de la recherche pour diffuser le savoir et tu fais ça avec des équipes parce que justement c'est devenu encore plus pointu, c'est devenu encore plus pas enfin si compétitif, mais il y a tellement toute la recherche a changé. Donc je suis d'accord avec toi sur le fait de dire qu'on peut plus être cette personne toute simplement et qu'il faut rentrer dans un réseau même avec ton encadrant en doctorat et surtout avec ton encadrant en doctorat parce que c'est lui qui va te former et te préparer à tout ça justement. Ouais, exactement, exactement. Et Et après, bien sûr, arriver à déstresser, tout ça, ça rentre en compte aussi, parce que si on est bien encadré, il y a moyen encadré, que ce soit encadrement factuel, mais aussi un encadrement social, des amis, des choses comme ça aide à déstresser, parce qu'on l'a évoqué, mais c'est un milieu très stressant. La thèse en particulier, la fin, tout ça. Et d'après toi, est-ce que tu penses qu'un doctorat, c'est nécessaire et obligatoire pour faire de la recherche? À ton niveau, en tout cas, dans ta discipline peut-être. Je dirais que oui, parce que comme je le disais au début, le doctorat, c'est là où un chercheur. Après, même enfin, de toute façon, d'un point de vue pratique, c'est la voie vers la recherche. Hmm. Donc vraiment, j'encouragerais toutes les personnes qui ont cette envie de faire, bien sûr. Ok. Ben, je pense que ça va arriver à la fin de notre vidéo. Je suis vraiment très content d'avoir pu discuter avec toi parce que c'était passionnant. Ben, Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était très clair la façon de présenter justement la complexité derrière toute ta recherche, tous les spectrographes et les spectromètres. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez abscon parce que c'est de la matière et que de la matière, tu es obligé d'analyser de façon spécifique. Mais je trouve que la hmm. façon dont tu présentais avec le voyage des électrons, c'est quelque chose qui rend la chose encore plus parlante. Donc je voulais te remercier pour ça et je voulais, si tu as quelques mots pour la fin avant qu'on termine, je t'en prie. Ben, il n'y a rien de spécial hein, par rapport à ce qu'on a dit. Euh, je trouve que c'est très bien aussi de l'opportunité, on avait eu l'occasion d'en discuter, mais de parler science un peu de façon à la bonne franquette, un peu ouverte. Et je te remercie de t'être lancé là-dedans. Ça me fait plaisir, puis tu seras le bienvenu sur cette chaîne pour les prochains formats qu'on va faire, évidemment. Sur ce, merci beaucoup Anthony, je te retrouve sur Discord dans pas Merci longtemps à toi. pour débriefer et je vais terminer le live. Allez, merci beaucoup. Hop, 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 hop. Alors, déjà je voudrais remercier Anthony pour le temps qu'il m'a consacré pour cette interview parce que c'était juste génial. Moi, j'ai trouvé ses façons de présenter extrêmement didactiques et extrêmement vraies, enfin extrêmement bien pour comprendre sa science parce que c'est quand même quelque chose de compliqué, atomistique. Par contre, j'ai vu dans le backstage et j'ai pas voulu couper Anthony par rapport à ça parce que c'était passionnant ce qu'il racontait. J'ai vu que on a eu des drops énormes sur la vidéo. J'ai vu que ça a coupé une fois. Enfin, je suis dévasté. Pour ça, j'ai essayé de pas trop le montrer, mais je suis dévasté.